Le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris, un homme a tué un roi. Il a tué Henri IV, le bon roi Henri. Âgé d'une trentaine d'années, ce tueur, ce forcené, porte un nom. Il s'appelle François Ravaillac. François Ravaillac, un marginal, un déclassé. Ravaillac vient initialement de la petite bourgeoisie d'Angoulême, mais son père a perdu son travail et sombré dans l'alcool. La famille du petit François a basculé dans une misère profonde, une misère de laquelle il n'est jamais vraiment sorti. C'est un croyant catholique, élevé dès son plus jeune âge dans la détestation des protestants. C'est un illuminé, guidé par des visions d'apocalypse. Alors ce roi Henri, qui n'a cessé de faire des allers-retours entre catholicisme et protestantisme, et qui s'apprête à partir en guerre contre le Saint-Empire pour aider les princes protestants, pour lui, c'est l'Antéchrist. Pas moins, Ravaillac attaque le roi de 3 coups de couteau. Et une fois qu'il a commis son crime, il ne fuit même pas. Il se laisse arrêter. Il croit qu'il va être applaudi par la foule. Ce ne sera pas le cas. Et pourtant, Ravaillac ne sera ni le premier ni le dernier. Et la guerre entre catholiques et protestants, qui existe alors depuis un demi-siècle, 8 guerres civiles successives entre 1562 et 1598, cette guerre de religion a beau offrir une bonne explication à son crime, c'est peut-être une explication trop simple, trop évidente. Et si François Ravaillac inventait pour nous une nouvelle figure, un nouveau type de personnage mythique à partir duquel on pourrait écrire une histoire parallèle, une histoire qui ne ferait partie ni de la grande histoire ni de la petite, une histoire qui serait entre. En janvier 1977, Michel Foucault publie dans la revue Les Cahiers du chemin un texte nommé « La vie des hommes infâmes ». C'est à l'origine une préface, destinée à un projet de livre qui ne verra pas le jour, même si Le désordre des familles, le recueil des lettres de cachet du XVIIIe siècle, coécrit avec Arlette Farge, en conserve la trace. La vie des hommes infâmes devait être une anthologie de documents d'archives, notices tirées de registres d'internement, reproduisant les minces traces conservées de ces vies, dont on ne connaît que quelques lignes. Des vies singulières devenues d'étranges poèmes, écrit Foucault. Un exemple est Mathurin Milan, mis à l'hôpital de Charenton le 31 août 1707. Sa folie a toujours été de se cacher à sa famille, de mener à la campagne une vie obscure, d'avoir des procès, de prêter à usure et à fonds perdus, de promener son pauvre esprit dans des routes inconnues et de se croire capable des plus grands emplois. Foucault distingue bien ces hommes infâmes des grands méchants historiques, les big bad spectaculaires du type Gilles de Rais, à qui il attribue une fausse infamie. Apparemment infâmes, à cause des souvenirs abominables qu'ils ont laissés, des méfaits qu'on leur prête, de l'horreur respectueuse qu'ils ont inspirée, ce sont en fait des hommes de la légende glorieuse, même si les raisons de cette renommée sont inverses de celles qui font ou devraient faire la grandeur des hommes. Contrairement à eux, les hommes infâmes sont des hommes obscurs. Leur vie même le sont. Pour que quelque chose d'elles parvienne jusqu'à nous, il a fallu pourtant qu'un faisceau de lumière, un instant au moins, vienne les éclairer. Ce qui les arrache à la nuit où elles auraient pu, et peut-être toujours dû rester, c'est la rencontre avec le pouvoir. N'est-ce pas, après tout, l'un des traits fondamentaux de notre société que le destin y prenne la forme du rapport au pouvoir, de la lutte avec ou contre lui. Dans cet épisode de l'Empire n'a jamais pris fin, on va faire, si vous le voulez bien, une expérience de pensée. On va essayer de lire autrement l'histoire de François Ravaillac. On ne va pas la lire comme ces Vies des hommes infâmes de Michel Foucault, puisque Ravaillac n'a pas simplement rencontré le pouvoir, il est allé volontairement l'attaquer. On va plutôt la lire à la manière de Christophe Ondelat. À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. Ou à la manière de ces vies des tueurs solitaires qui viendront ensuite. Les assassins politiques modernes. Ces vies inquiétantes, erratiques, remplies de bizarreries, d'incohérences, de passages à vide, qui entraînent naturellement toutes sortes de spéculations. Elles ne sont peut-être pas d'étranges poèmes, mais elles sont presque des contes fantastiques. Des histoires extraordinaires, à la Edgar Allan Poe. Voici donc l'histoire de l'homme qui tua le roi. François Ravaillac, un homme obscur, entré quelques instants dans la lumière de l'histoire pour avoir fait tomber la nuit sur la vie du plus rayonnant des grands hommes, le bon roi Henri IV. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans l'Empire n'a jamais pris fin, je fais l'exégèse de l'histoire de ce pays que nous nous sommes résignés à appeler la France. Mon exégèse ne prétend pas plus à l'exhaustivité qu'à l'objectivité,
Elle est simplement la mise en forme de ce que j'ai trouvé en voyageant dans le passé pour comprendre notre présent. Pour cet épisode, j'ai reçu à nouveau l'aide de l'historien Raphaël Carbone. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 2, faites entrer le régicide. Henri IV, dit le Grand, ou le Bon Roi Henri, ou le Vert Galant, est né le 13 décembre 1553 à Pau et mort le 14 mai 1610 à Paris. Vert Galant, c'est une manière polie de dire vieux cochon ou queutard. Un trait de caractère que tous lui reconnaissent, c'est sa volonté acharnée de coucher avec le plus de femmes possible. Comme dit l'écrivain du XVIIe siècle, Gédéon Talleyrand des Réaux dans ses historiettes, un recueil de chroniques très scandaleuses et très drôles, il ne laissait pas, pour suivre ses plaisirs, d'abandonner ses plus importantes affaires. Même si, toujours selon Talleyrand des Réaux, c'était franchement pas un cadeau au lit. Ce prince a eu une quantité étrange de maîtresses, il n'était pourtant pas un grand abatteur de bois, aussi était-il toujours cocu. Il est le fils d'Antoine de Bourbon, chef de la maison Bourbon, et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. La Navarre, un territoire dont la langue vernaculaire principale est le basque, que la France et l'Espagne se sont beaucoup disputés au XVIe siècle et que François Ier a réussi à négocier à Charles Quint entre 1529 et 1530. Henri IV sera le premier roi de France et de Navarre, un titre qui sera porté jusqu'au 6 novembre 1689, quand Louis XVI sera rétrogradé et recevra le titre de roi des Français. Il sera à nouveau porté par Louis XVIII et Charles X lors de la Restauration. Sa mère l'élève selon les préceptes de la Réforme protestante. Cousin au 22e degré du jeune roi Charles IX, le 18 août 1572, il va être marié à la sœur de celui-ci, Marguerite, la fameuse reine Margot. C'est un mariage arrangé par Charles IX et sa maman, Catherine de Médicis, pour favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Le mariage ne produira pas les effets prévus. Henri et Marguerite ne s'aiment pas, ils ne s'aimeront jamais et accumuleront les maîtresses pour l'un et les amants pour l'autre, et les catholiques et les protestants, je vous le donne en mille, ne vont pas se réconcilier. Depuis 1560, les protestants et les catholiques ont formé des partis qui se font la guerre et, hors guerre, font valoir leurs droits respectifs. Pour les catholiques, la Sainte Union ou la Ligue. Pour les protestants, la cause. Pour simplifier, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on n'a pas le temps. La cause est représentée dans le Conseil royal par l'amiral Gaspard de Coligny et la Ligue par une crapule ambitieuse, très intelligente et très dangereuse, Henri Ier, duc de Guise et prince de Joinville. Et les Guises visent la couronne de France. Ils prétendent descendre directement de Charlemagne. Catherine de Médicis fait tout pour temporiser, mais c'est une cocotte minute, prête à réexploser à n'importe quel instant. Et ça va péter! Le mariage qui ne sert à rien est suivi quelques jours plus tard, le 22 août, d'une tentative d'assassinat en pleine rue de Gaspard de Coligny par un certain Charles de Louviers. Charles de Louviers n'avait pas agi pour son propre compte, il était commandité, mais par qui, on ne sait pas. Le meilleur suspect reste le duc de Guise, mais on n'en est pas sûr. Reste que Coligny sera achevé par Guise dans la nuit du 23 au 24 août, chez lui, au commencement des massacres de la Saint-Barthélemy. Massacres préventifs, exécutés soi-disant par crainte des réactions des protestants à la tentative d'assassinat de leur champion. C'est ce qu'affirme le prêtre Claude Hatton, proche des Guises, dans ses mémoires. Il s'armerait et ferait armer tous les huguenots de leur suite et ceux de Paris pour, à jour et heure opportune, assaillir le roi et les catholiques, les massacrer et tout exterminer. Ces massacres, décidés par le parti catholique, seront assumés par le petit Charles IX et sa maman. Ce sont des massacres qui ne devaient initialement viser que les chefs protestants. Tu parles. Entre 5 000 et 10 000 protestants assassinés, voire 30 000 selon certaines sources. Bravo la Ligue. Mais ce serait mal comprendre des massacres d'une telle ampleur que d'y voir un emballement, une erreur de stratégie ou un effet pathétique de l'intolérance religieuse. Jules Michelet l'a senti, dans un de ces moments de lyrisme, hallucinatoire certes, mais pas du tout à côté de la plaque, qui marque certains passages de son histoire de France. Je cite Michelet. « Nous entrons dans un pays étrange et nouveau.
Dans cette terre inconnue, ne nous étonnons pas si nous voyons surgir des monstres. Le fait le plus imprévu, c'est que sur ce sol rouge et détrempé d'une des plus larges saignées qu'ait faite le fanatisme religieux, la religion baisse tout à coup et n'est plus qu'en seconde ligne. Un dieu blafard, à masque blême, trône à sa place. Politique. La Saint-Barthélemy, c'est la fête donnée à ce nouveau dieu, le dieu blafard du carnaval des puissants. C'est un massacre qui n'a vraiment plus qu'un lointain rapport avec Jésus, avec l'Église ou avec je ne sais quoi encore. On se demande même si un seul des massacreurs y a pensé une seule seconde à cet homme ou ce Dieu qui avait dit « Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre ». La Saint-Barthélemy est une transe, la jouissance d'un moment de licence absolue, autorisée et même encouragée par la montée en puissance de ce Dieu à masque blême. Pour des questions de survie bien compréhensibles, Henri le Queutard abjure le protestantisme. Il s'y reconvertira 4 ans plus tard, en 1576, après avoir fui la cour de France. Entre-temps, Charles IX est mort, et c'est son frère Henri III qui lui a succédé. Les Guises sont devenus encombrants. Henri III fait tuer Henri de Guise et son frère en 1588. Et le 1er août 1589, après l'assassinat d'Henri III, Henri le Queutard devient roi de France sous le nom d'Henri IV. Pour renforcer sa légitimité, il se reconvertit au catholicisme le 15 juillet 1593. Le protestantisme est peut-être sa religion, mais c'est pas sa came. Son truc à lui, c'est les nanas. Et si on veut coucher, surtout quand on fait aussi peu d'efforts que lui sur l'hygiène, ben c'est pas mal d'être roi. Et ça, il l'a très bien compris. Voilà des tenues bien légères, hein? Et s'il ne l'avait pas compris tout seul, on le lui aurait bien expliqué. Comme le raconte encore Tallemant des Réaux. Madame de Verneuil lui dit que bien lui prenait d'être roi, que sans cela on ne le pourrait souffrir et qu'il puait comme charogne. Elle disait vrai, il avait les pieds et le gousset fin. Stinkfoot! Stinkfoot. Yes, indeed. En 1598, King Stinkfoot signe l'édit de Nantes, édit de pacification autorisant le culte protestant selon certaines modalités. C'est bien. Il se démarie avec la reine Margot et épouse, pour des raisons stratégiques et économiques, Marie de Médicis, alors qu'il continue à multiplier des impôts qui saignent le peuple et des maîtresses de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes. En 1609, après la mort du duc Jean-Guillaume de Clèves, il y a un nouveau risque de crise majeure en Europe. 3 familles se disputent la succession des territoires de Clèves et de Juliers. Et quand Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique, sous le prétexte de trancher entre les prétendants, décide de s'emparer de Juliers, les lésés protestants demandent l'aide d'Henri IV, qui prépare alors une expédition militaire. Ce projet de guerre, inutile de le préciser, ne plaît pas aux catholiques, qui voient encore en Henri IV un converti pas très sincère. Non seulement ça, mais on soupçonne Henri IV d'avoir une autre raison, pas religieuse pour un sou, de vouloir faire cette expédition. Parce qu'il y a la dernière passion du roi Stinkfoot. La petite Charlotte de Montmorency, 15 ans, qu'il a d'abord décidé de marier pour mieux pouvoir en abuser tranquillement derrière le dos de Marie de Médicis. Henri IV essaye d'abord de la coller entre les pattes d'un homme de confiance, Bassompierre, qui sent le très mauvais plan et qui décline poliment. Alors Henri IV la marie à son neveu, Henri II de Bourbon-Condé. Ils s'appellent tous Henri dans cette histoire. Mais Henri de Condé s'enfuit avec son épouse pour que cet adultère programmé n'ait pas lieu. Il se réfugie à Bruxelles, capitale des Pays-Bas espagnols. L'expédition militaire que le vieux bouc prépare implique la traversée des Pays-Bas espagnols. Et on soupçonne que le véritable but de son intervention n'est pas d'aider les princes protestants, mais de remettre la main sur la petite Charlotte. Ce qui, quand on connaît Henri IV, n'est pas complètement aberrant. Disons qu'il pouvait vouloir faire d'une pierre 2 coups. Beaucoup de signes de mauvais augure commencent à s'accumuler au-dessus de la tête du roi, mais il refuse de les voir, au point que même dans les minutes du procès de Ravaillac, on s'aventure à une comparaison avec Jules César, bien sûr. Nul n'ignore maintenant
que ce malheur ne lui fût énigmatiquement prédit. C'était César qui ne voulait croire ni son sage Spurina, ni sa fidèle Calpurnia, et il fallait nécessairement qu'il en imitât le désastre, comme il en avait imité la clémence et la valeur. L'histoire se répète, c'est tout ce qu'elle sait faire. Pas étonnant pour Henri IV qui adorait César. Oui, lui aussi, au point d'avoir traduit les 2 premiers livres de la guerre des Gaules et d'avoir donné son nom à un de ses fils. La stupidité du césarisme est une des choses que Sauffret de Calignon n'a pas réussi à expliquer à Henri IV lorsqu'il lui faisait l'exégèse de l'œuvre de Rabelais. La passion pour César ne prendra donc jamais fin. Avant de partir en guerre contre le Saint-Empire, Henri IV préfère programmer une petite partie de chasse. Celle-ci n'aura pas lieu. Le vendredi 14 mai 1610, alors qu'il vient d'aller voir son surintendant des finances, le duc de Sully, cloué au lit par une grippe, Henri IV est assassiné rue de la Ferronnerie à Paris par François Ravaillac devant le cimetière des Innocents. Le cimetière de la première danse macabre, symbole de l'égalité devant la mort du roi et du manant, du pape et du pauvre prêtre. Le carnaval se réinvite quand on s'y attend le moins. Le carrosse royal est alors arrêté par un encombrement causé par une charrette de foin et une charrette de vin. Les embouteillages parisiens, ce fléau. Pendant que des valets essayent de disperser la foule, Ravaillac sort de l'ombre, se précipite sur Henri IV et lui donne 3 coups successifs. Si promptement qu'ils furent plutôt reçus que vus, peut-on lire dans le procès, examen, confession et négation du méchant et exécrable parricide François Ravaillac. Quel titre! Le 2e coup est mortel, l'atteignant au poumon droit et sectionnant la veine cave et l'aorte. Ramené au Louvre, Henri IV meurt aussitôt. Personne n'avait vu frapper le roi, et si ce parricide eût jeté son couteau, on eût su qui c'eût été. Ravaillac ne cherche pas à s'enfuir. Il semble persuadé que le peuple va le voir comme un héros. Ça ne va pas être le cas. Il se fit un grand tumulte, et le peuple, qui était dans les rues, se jetait dans les boutiques les plus proches les uns que les autres, avec pareille frayeur que si la ville eût été prise d'ennemis. Dans les poches de Ravaillac, on trouve 3/4 d'écus d'argent, 4 ou 5 sous de monnaie, des stances à lire par un condamné à mort, qu'il a recopié et inséré dans le double de sa veste, un papier sur lequel il a écrit « Jésus » à 3 reprises, un chapelet qu'il a acheté la semaine précédente rue Saint-Jacques, et un cœur de coton donné par un chanoine et dans lequel on lui a dit qu'il se trouvait un fragment de la vraie croix. Mouais. Après examen, il n'y a rien du tout dans le cœur de coton. C'est un naïf. Il s'est fait pigeonner. Alors, qui est ce type? Né en 1577 à Angoulême, François Ravaillac est le fils cadet de Jean Ravaillac, secrétaire greffier du maire d'Angoulême, et de Françoise Dubreuil, une femme pieuse et illettrée. Il naît et grandit dans une région dévastée par les guerres de religion entre catholiques et protestants, et Angoulême est une citadelle catholique au milieu d'une campagne huguenote. Elle a d'ailleurs été à 2 reprises pillée par les soldats de la cause. Ses oncles maternels, 2 chanoines, entretiennent très tôt chez lui la haine des protestants, qui, lui disent-ils, ont bu dans les bénitiers des églises et utilisé le tombeau du comte Jean comme mangeoire pour leurs chevaux. Il avait une mine sinistre qui mettait en défiance, écrit Michelet, et semblait dire sa race maudite, celle des Chicanous de Rabelais. Les Chicanous, c'est un peuple que Pantagruel et ses amis rencontrent sur une des îles du Quart-Livre, l'île de Procuration. Ce sont des procéduriers, quoi. La famille de Ravaillac appartient initialement à la bourgeoisie de robe angoumoisine. Elle va être ruinée par les agissements de son père, qui perd son poste de greffier en raison de sa participation à la tentative d'assassinat du duc d'Épernon, gouverneur de la ville. Ravaillac père sombre dans l'alcool, la violence domestique, la débauche et entraîne sa famille dans la misère. Très vite, les Ravaillac ne vivent plus que d'aumônes. François commence sa vie professionnelle à 11 ans en tant que valet de chambre et petit clerc. Puis il devient coursier judiciaire pour un procureur, ce qui l'entraîne à se rendre fréquemment à Paris, Angoulême dépendant du Parlement de Paris. À 25 ans, il s'installe dans le labyrinthe parisien comme correspondant et loge aux 3 Chapelets, rue de la Calandre, une rue aujourd'hui disparue de l'île de la Cité. Puis aux 4 Rats, rue de la Harpe, dans le quartier de la Sorbonne. C'est quand il vit aux 4 Rats qu'il est réveillé une nuit par un certain Dubois qui dort un étage au-dessous et qui l'appelle à l'aide. Le dit Dubois dit qu'en la chambre, il avait vu un chien noir d'excessive grandeur et fort effroyable qui s'était mis les 2 premiers pieds sur le lit où seul il était couché, dont il eut telle peur de cette vision qu'elle l'avait mu à faire de telles exclamations.
Ravaillac ne va pas cesser d'être hanté par cette vision du chien noir. Il abandonne son emploi en 1606, avec la volonté d'entrer dans l'ordre des Feuillants comme frère convers, mais il est expulsé au bout de quelques semaines. Il est possible que les pratiques d'ascèse radicales de l'ordre lui détraquaient un peu plus le cerveau. Les frères y vont pieds nus, dorment vêtus, mangent à genoux et vivent d'herbes cuites à l'eau et d'un pain d'orge pétri avec le son. Au bout de quelques semaines de ce régime de vie, Ravaillac s'est mis en tête de rédiger un écrit sur les jugements de Dieu, qu'il a montré au père supérieur, qui a pris peur et décidé de le mettre à la porte. Le jour de son exclusion, il tente de rejoindre la Compagnie de Jésus rue Saint-Antoine. En vain, les jésuites non plus ne veulent pas de lui. Alors le chicanou retourne à Angoulême et aide sa mère à obtenir une séparation de biens avec son père. Ce dernier vient de chasser son épouse du domicile familial pour y installer une femme de mauvaise vie. François Ravaillac va alors enseigner le catéchisme aux enfants des pauvres, mais il est très mal payé. Il vit dans un état proche de la mendicité. Il est carrément envoyé en prison pour un non-remboursement de dettes en 1608. En prison, dit-il, il avait senti des puanteurs de soufre et feu aux pieds qui démontraient le purgatoire contre l'erreur des hérétiques. Les protestants, c'est connu, ne croient pas à l'existence du purgatoire. Mais Ravaillac vient d'en avoir eu la démonstration par hallucination. Et le matin, ce sont, je cite Ravaillac, des hosties semblables à celles que l'on a accoutumé faire la communion aux catholiques en l'église de Dieu, qui apparaissent de chaque côté de son visage. Les protestants ne croient pas non plus à la présence réelle du Christ dans l'hostie. La vision des hosties est donc une deuxième preuve hallucinatoire de leur authenticité. Enfin, en quelque sorte. Sorti de prison, François Ravaillac retourne à Paris. Il erre quelques jours, repart à Angoulême, puis retourne dans le labyrinthe, où il loge cette fois à l'auberge des 5 Croissants, Faubourg Saint-Jacques. Le Faubourg Saint-Jacques, c'est désormais la rue du Faubourg Saint-Jacques. Quand Ravaillac apprend la décision du roi d'intervenir du côté des princes protestants dans la succession des principautés de Clèves et de Juliers, il interprète cette intervention comme une déclaration de guerre contre Dieu. Je cite Ravaillac. Faisant la guerre contre le pape, c'était l'affaire contre Dieu, d'autant que le pape est Dieu, et Dieu est le pape. Alors, pardon Michelet, mais si on parle Rabelais, c'est plutôt un papimane qu'un chicanou. Ravaillac décide alors d'aller tuer Henri IV. Il dira plus tard avoir surtout voulu parler au roi, pas forcément le tuer. Parler pour essayer de le convaincre de défendre la religion catholique, plutôt que de toujours faire des alliances avec les protestants. Il aurait recherché tous les moyens qu'il aurait pu pour trouver quelqu'un qui le puisse introduire pour lui en parler. Mais à chaque fois qu'il essaye d'obtenir une audience au Louvre, il se fait repousser. Il vole alors un couteau dans une hôtellerie proche des 15-20 et habite quelque temps aux 3 Pigeons rue Saint-Honoré. Il hésite, décide de repartir à Angoulême, mais sur le chemin du retour, il s'arrête à Étampes et devant un Christ crucifié, il est de nouveau convaincu de la nécessité de retourner dans le labyrinthe parisien pour tuer le roi. Et là, coup de chance, Stingfoot sortait pour un court trajet avec une escorte réduite à la portion congrue et Ravaillac peut tuer le roi. Une fois Ravaillac arrêté, les juges ne vont pas pouvoir mentalement concevoir que celui-ci ait pu fomenter seul un tel acte. Et la plus grande part des interrogatoires viseront donc à lui faire avouer l'identité d'un ou de plusieurs complices. Comme écrit Roland Mounier dans L'assassinat d'Henri IV, l'assassin soutint toujours qu'il avait conçu seul son projet et l'avait résolu seul. Or, à ces juges nobles de fonction, émus par des préjugés aristocratiques, une telle affirmation paraissait invraisemblable. En vain, malgré les tortures qui vont broyer ses articulations, Ravaillac ne cessera de répéter « Il n'y a que moi qui l'ai fait ». Dès son arrestation et les années qui suivent son exécution, plusieurs théories du complot vont être proposées pour expliquer l'assassinat d'Henri IV. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Elles continueront à être exploitées régulièrement les siècles qui suivront. Très bien. Quelles sont les zones d'ombre de ce régicide? La première vient du fait qu'une personne semble avoir été au courant de cet assassinat un peu trop vite. C'est Thomas Robert, le prévôt des maréchaux attachés à la maison d'Entragues, qui annonce quasiment en direct à Pithiviers que le roi a été assassiné.
Il vient d'être tué tout maintenant, n'en doutez point. On l'arrête pour l'interroger, et quelques jours plus tard, il est mystérieusement retrouvé mort dans sa cellule, étranglé avec les cordons de son caleçon. Comme par hasard. La deuxième zone d'ombre vient du témoignage d'une certaine Jacqueline d'Escomment, une ancienne prostituée devenue Dariolette, c'est-à-dire entremetteuse pour le compte de la marquise de Verneuil. La marquise de Verneuil, c'est Henriette d'Entragues, une ancienne maîtresse d'Henri IV que ce dernier avait promis d'épouser. C'est celle qui avait dit que s'il n'avait pas été roi, il n'aurait jamais pu coucher et qu'il puait comme charogne. Jacqueline d'Escomment accuse sa patronne d'avoir ourdi ce complot avec le duc d'Épernon et le roi d'Espagne. Le duc d'Épernon aurait pris ombrage qu'Henri IV nomme ses officiers à sa place, méprisant ainsi les coutumes militaires. Henriette d'Entragues et le vieux bouc avaient eu ensemble un fils, Henri Gaston de Verneuil. L'assassinat du roi aurait eu pour but de faire accéder au trône le petit bâtard. It is a damn bastard. Finalement, Jacqueline d'Escomment sera condamnée pour calomnie par le Parlement de Paris à l'enfermement à perpétuité. Beaucoup de ces allégations ne collent pas. Il y a des contradictions et des éléments confus dans sa déposition. Ça ne veut pas dire que le complot n'a pas eu lieu, mais ça ne veut pas dire qu'il ait eu lieu non plus. C'est pas clair. Beaucoup de gens vont marcher dans cette théorie du complot. Même Michelet, Jules Michelet, va faire d'Henri IV la victime d'un complot animé par le duc d'Épernon, la marquise de Verneuil et un couple d'intrigants, les Concini, organisé sous la protection de la monarchie espagnole et connu de Marie de Médicis qui aurait laissé faire. Vous disiez que si la reine était régente... Certes. Mais pourquoi le serait-elle? Toutes sortes de prédictions, de signes surnaturels annoncent la mort prochaine du roi. Vous croyez? Je cite Michelet. Il est clair aujourd'hui que le complot partit du Louvre, que la reine en eut connaissance, qu'on n'eut pas besoin de chercher de payer un assassin, parce que 3 années durant, on en fit un, exalté par des sermons meurtriers et chauffé à blanc par les moines. Ouf! Ravaillac, assassin programmé. Le MK Ultra du grand siècle. C'est une théorie qui sera reprise dans les années 50 par Philippe Erlanger, auteur de biographies historiques à succès, dans son best-seller « L'étrange mort d'Henri IV ». Et on la retrouvera à la télévision dans l'émission « La caméra explore le temps ». Dès que j'ai commencé mes travaux sur le XVIIe siècle, je me suis convaincu que l'enquête était à rouvrir. Pour Erlanger, Ravaillac n'est qu'un automate, je le cite. Et Henri IV est tombé sous les coups d'un visionnaire méthodiquement suggéré, guidé à son insu, sacrifié en toute hâte. Le problème principal, c'est qu'il ne s'agit que de spéculation. Une poignée de témoignages tardifs, de gens ni très clairs, ni toujours très cohérents, et nous n'avons strictement aucune preuve et aucun aveu. Pas de preuve de lien entre Ravaillac et tous ces hommes, et Ravaillac a toujours affirmé qu'il avait agi seul. Quant à l'étrange synchronicité du prévôt de Pithiviers, il faut aussi rappeler que beaucoup de gens n'ont cessé de répandre le bruit de la mort du roi avant celle-ci. Beaucoup de gens. Comme écrit alors le juriste Nicolas Pasquier, 15 jours avant ce piteux spectacle, un marchand de Douai écrivait à un sien ami de Rouen, le pria de lui demander s'il était vrai que le roi eût été tué. En cette même saison courut un semblable bruit à Lille, en Flandre, ainsi que j'ai appris d'un marchand du même lieu. Boissise, conseiller d'État, m'a dit que le bruit courut à Anvers, Bois-le-Duc et Maastricht, que le roi avait été tué 10 jours avant qu'il le fût. D'où une troisième proposition, qu'on retrouve également dans certains livres, celle qu'il y avait bien un complot prévu contre Henri IV, par la marquise de Verneuil, le duc d'Épernon et toute la bande. Mais celui-ci aurait été court-circuité par l'action solitaire de François Ravaillac. Pourquoi pas? Au sortir de son procès, François Ravaillac est condamné par le Parlement de Paris à être tenaillé aux mamelles, bras, cuisses, gras des jambes, la main droite tenant le couteau duquel il a commis le dit parricide brûlé du feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble. Ce fait, son corps tiré et démembré à 4 chevaux, ses membres de corps consommés au feu, réduits en cendres, jetés au vent. Magnifique. Le public est aux anges. Au vu de la réaction des spectateurs, Ravaillac était déçu. Il aurait dit « On m'a bien trompé quand on m'a persuadé que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. »
C'est une phrase qui a pu être utilisée comme preuve par les partisans de la théorie du complot. On m'a bien trompé. Mais on peut aussi la comprendre autrement. On peut la comprendre comme l'aveu d'une déception de la part d'un homme qui a toujours vécu dans un monde où Henri IV était détesté et qui pensait que son acte ferait de lui instantanément un héros populaire, en termes modernes, une star. 20 ans plus tôt, alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années, il avait pu voir un précédent régicide, le petit Jacques Clément, traité en héros, et sa victime, le roi Henri III, détesté de façon phénoménale. Selon Simone Veil, les rois étaient détestés par le peuple français depuis le XIVe siècle et le règne de Charles VI enfant. On en a déjà parlé. Simone Veil l'avait écrit dans L'Enracinement. Charles VI enfant, aidé de ses oncles, par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, que des secousses d'indépendance. Mais en même temps, s'installa au plus profond du cœur de ce peuple une haine refoulée et d'autant plus amère à l'égard du roi, haine dont la tradition ne s'éteignit jamais. On la sent déjà dans une déchirante complainte de paysans du temps de Charles VI. Après l'assassinat de Henri IV, un enfant de 12 ans fut mis à mort pour avoir dit publiquement qu'il en ferait autant au petit Louis XIII. Par déchirante complainte, Simone Veil fait ici référence à la complainte du pauvre commun et des pauvres laboureurs de France. C'est un poème populaire du XIVe siècle qu'on a également déjà évoqué ici, tant il est symptomatique. Ô très sainte mère l'Église, et vous très noble roi de France, si vous regardiez bien les choses en face, nous croyons que vous apercevriez, et vous verriez par vos yeux, le feu bien près de vos demeures, qui pourrait bien vous brûler si vous n'y prenez garde. Cette situation avait largement empiré à l'époque d'Henri III. La détestation qu'il avait générée, on la connaît surtout par le Rama, la collection de pièces recueillies et commentées par le mémorialiste Pierre de l'Étoile. Un Rama, un ramassis donc, qui n'était pas prévu pour la publication et qui contient entre autres des données sur l'évolution du prix du pain à Paris, de l'afflux des mendiants, de l'augmentation des impôts pour les bourgeois et des émeutes, notamment celles contre les boulangers accusés de vendre trop cher leur pain en 1587, ainsi que des pièces qui dénoncent, dit Pierre de l'Étoile, les débordements et la corruption de la cour, l'abus des finances et les larcins des financiers, les voleries des gouverneurs, les vices et paillardises des prêtres, l'impunité des massacres et des massacreurs, tous les maux d'un État bien malade, tel celui de la France. Et Henri III. Henri III n'avait pas que des catholiques en colère, ou des protestants insatisfaits contre lui. Dans un « Sonnet cruel et médisant » de janvier 1577, on pouvait lire « Le Néron de la France », Aiguise et Médicis, tyran outrecuidé, peste de notre terre, cruel, ambitieux, sale putain qui sert l'or, l'honneur et le bien dont nous sommes nourris. Henri III avait un mode de vie aussi coûteux qu'Henri IV. Alors son truc à lui, c'était pas les nanas, c'était les mecs. Mais face à ces nombreuses dépenses, ces dévotions catholiques ostentatoires vont être mises en cause dès 1576. À l'occasion d'un jubilé, Henri III va à pied, par les rues de Paris, accompagné de 2 ou 3 compagnons et en tenant à la main de gros livres de prières. L'Étoile rapporte que les vers suivants furent alors affichés et semés dans les rues. Le roi, pour avoir de l'argent, a fait le pauvre et l'indigent, et l'hypocrite, mais Paris, qui le connaît bien, ne lui voudra plus rien prêter à sa requête. Et certaines autres pièces sont assez menaçantes. Ainsi, après une énième procession de pénitents auquel participe le roi en 1583, un anonyme produisait le quatrain suivant « Les os des pauvres trépassés qu'on te peint en croix bourguignonne montrent que tes heures sont passées et que tu perdras la couronne. Ce qui devait arriver, arriva. Le 1er août 1589, Henri III était assassiné par un petit moine d'une vingtaine d'années, Jacques Clément. De basse extraction, il était né vers 1566 dans le village de Cerbonne, près de Sens. Il avait intégré le couvent des dominicains de la rue Saint-Jacques, les Jacobins donc. Et les descriptions et témoignages concernant le petit Jacobin sont parfois contradictoires, mais on rencontre régulièrement l'idée qu'il avait une figure ingrate. Il avait l'air d'un niais. Dans l'histoire de la Ligue d'un auteur anonyme, on peut lire que selon son supérieur, le père Bourgoin, c'était le plus idiot, le plus sot, le plus lourdeau moine qui fut au couvent. Et lors de son procès, il dira la même chose.
Clément était si ridicule qu'il ne disait parole qu'il ne tourna en risée, et n'a-t-on pris garde à ce qu'il disait pour l'en avertir. Faut pas mépriser les petits, Bourgoin. On racontera même que les voix qu'il entendait étaient le canular d'un de ses coreligionnaires, le frère Chantebien, qui lui faisait entendre des excitations à l'exécution à travers une sarbacane. Pas parce que Chantebien voulait qu'il aille tuer le roi, non, juste pour se foutre de sa gueule, parce qu'il pensait que cet idiot ne le ferait jamais. Faut pas sous-estimer les gens, Chantebien. Jacques Clément, bien chaud, va se rendre dans le camp d'Henri III. Il y entre quasiment comme dans un moulin, parce qu'Henri III est friand de moinaille. Selon le magistrat historien Jacques-Auguste de Thou, soit tempérament, soit éducation, la présence d'un moine lui faisait toujours plaisir. Et je lui ai moi-même souvent entendu dire que leur vue produisait le même effet sur son âme que le chatouillement le plus délicat sur le corps. Jacques Clément dit avoir un message privé pour le roi. Henri III tend l'oreille, et le petit moine sort un couteau et le plonge dans le bas-ventre du roi. « Oh mon Dieu !» s'exclame Henri III. Puis il prend l'arme et frappe Clément au visage en disant « Ah, méchant moine, tu m'as tué !» D'après un récit, il aurait ensuite dit « Je suis mort !» À quoi Clément aurait rajouté « Moi aussi !» Les membres de la garde du roi s'agitent dans la confusion et finissent par jeter le corps de Clément par la fenêtre, tandis qu'autour on s'affaire pour sauver Henri III. Henri III mettra quelques jours à mourir. Il recevra son successeur, le futur Henri IV, et lui dira « Mon frère, vous voyez comme vos ennemis et les miens m'ont traité. Il faut que vous preniez garde qu'ils ne vous en fassent autant. » Et Jacques Clément sera littéralement porté au nu après le régicide. Certains prêtres vont faire de lui un martyr. Curieusement, les ligueurs porteront son deuil en vert, couleur des fous de carnaval. Le carnaval réapparaît toujours, là où on l'attend le moins. Le culte de Jacques Clément durera jusqu'à la Fronde, qui n'a pourtant plus aucun rapport avec les guerres de religion entre catholiques et protestants, mais un très grand avec la lutte contre l'absolutisme royal. Ce qui entraînera Simone Veil à écrire « Il a longtemps existé en France, dans ces profondeurs dont l'histoire ne parle pas, une mystique du régicide. Tout au début de la Fronde, Ray a trouvé sur un homme du peuple un médaillon où il y avait Saint Jacques Clément. » C'est tout à fait exact. C'est un passage fascinant situé au début de la deuxième partie des Mémoires du cardinal de Ray, lors du début des insurrections populaires de 1648. Le mouvement fut tel un incendie subit et violent qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde, sans exception, prit les armes, mais j'y vis encore quelque chose de plus curieux. Monsieur de Brissac me fit remarquer un haut col de vermeil doré sur lequel la figure du Jacobin qui tua Henri III était gravée, avec cette inscription « Saint Jacques Clément ». Un autre point important, et qui peut expliquer la surprise de Ravaillac lors de la réception un peu fraîche de son exploit, est la question de la légitimité du tyrannicide. Question qui fut déjà posée lors de l'assassinat non d'un roi, mais d'un candidat à la régence. On s'en souvient, c'est en mars 1408, quand l'universitaire Jean Petit prononça sa fameuse purge interminable de 50 000 heures, renommée « L'apologie du tyrannicide », au sujet de l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans peur. Oui, on y revient encore. Alors certes, la légitimité du tyrannicide va être assez vite condamnée par le pape Jean XXIII, lors du concile de Constance en 1418, soit 10 ans plus tard. Tous ceux qui affirment avec ténacité cette très pernicieuse doctrine sont hérétiques. Cependant, un point restera longtemps ouvert. Celui de la possibilité d'un tyrannicide exigé directement par Dieu, par tyran. On s'en tenait initialement à la définition par Aristote dans le Politique. La tyrannie n'a jamais en vue le bien général. Le but que se propose le tyran, c'est le plaisir, la grandeur des richesses et l'éclat des honneurs. Appauvrir les sujets afin que les citoyens obligés de travailler et de vivre au jour le jour n'aient pas le loisir de conspirer. Le tyran est aussi disposé à faire la guerre afin que les sujets n'aient point de loisir et qu'ils se sentent incessamment le besoin qu'ils ont d'un chef militaire. On sait la fortune des tyrannicides dans la pensée antique, comme Cicéron, citant la mort entre autres de César. Souvent les circonstances font que ce qu'on a l'habitude de considérer comme contraire à l'honnêteté ne l'est plus. Quel plus grand crime que de tuer un homme? Et cependant, est-ce un vrai criminel, celui qui a tué un tyran? Tel n'est pas l'avis du peuple romain, qui parmi toutes les actions d'éclat
estime que c'est la plus belle. Le tyrannicide était sévèrement condamné dans la religion chrétienne. Non seulement parce que le meurtre était interdit, mais aussi parce que la rébellion contre l'autorité politique était interdite. Ainsi, dans l'Épître aux Romains, saint Paul disait que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu, si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Saint Augustin va tout compliquer dans la cité de Dieu, dans laquelle il introduit 2 distinctions. D'abord, 1. Le méchant peut être licitement mis à mort pour le bien commun par ceux qui sont revêtus de l'autorité publique. Oui, tant pis pour Jésus, on autorise le meurtre. Mais aussi, 2. Un simple particulier peut en tranquillité de conscience tuer le tyran sans mandat de magistrat du peuple s'il en a reçu l'ordre directement de Dieu. Ben mon vieux, pour prouver ça, la question devait donc se reposer à l'occasion des guerres de religion. Et 2 ouvrages jésuites écrits à cette époque légitiment clairement le tyrannicide. Les Aphorismi Confessoriorum d'Emmanuel de Sas en 1593 et le De Rege et Regis Institutione de Juan de Mariana en 1599. Mariana surtout va très loin. Pour Mariana, tout citoyen a le droit d'en finir avec le tyran. Et il loue alors sans réserve Jacques Clément, considéré par le plus grand nombre comme une gloire éternelle de la France. Mais c'est aussi l'avis des protestants. Bien que Calvin, à la suite de Luther, estime qu'on ne doit pas se rebeller contre le tyran, mais se soumettre à l'autorité politique, il admet, comme saint Augustin, qu'il y a une exception, lorsque la mort du tyran est une volonté de Dieu. Ainsi, dans son institution de la religion chrétienne, je cite Calvin, « Parfois, Dieu suscite manifestement quelques-uns de ses serviteurs et les armes de son mandement pour faire punition d'une domination injuste et de délivrer de calamité le peuple iniquement affligé. » C'est une idée qui va être sans cesse discutée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, pas seulement en France, mais également en Angleterre. Et si l'apologie du tyrannicide a produit depuis Jean Petit beaucoup de textes bien pourris, il a été aussi l'occasion de chefs-d'œuvre. Le meilleur du genre, sans hésitation, est l'œuvre d'un soldat anglais, Edward Saxby, quelques décennies plus tard. Saxby était un républicain sincère et courageux, ayant servi dans l'armée d'Oliver Cromwell, mais à la vue de ce que ce dernier imposa ensuite en tant que Lord Protecteur d'Angleterre, il publia en 1657 un livre nommé « Killing No Murder », « Tuer n'est pas assassiner ». Le livre s'ouvre par une dédicace à Oliver Cromwell. « Tandis que vous vivez, nous ne pouvons rien appeler nôtre, et c'est de votre mort que nous espérons tous nos héritages. L'honneur de mourir pour le peuple appartient à votre Altesse, et ce ne vous peut être qu'une consolation inexprimable dans les derniers moments de votre vie, de considérer combien vous ferez de plaisir au monde en le quittant. » Il essaiera de mettre sa théorie à exécution, sera arrêté et mourra en prison. Killing No Murder sera traduit en français 1 an plus tard, en 1658, par Carpentier de Marigny, un frondeur proche du cardinal de Rais. On y reviendra. Enfin, 3e point, Ravaillac n'était certainement pas le premier à avoir essayé de tuer Henri IV. Il suivait plusieurs dizaines d'autres candidats malheureux au régicide. Au printemps 1591, on peut lire dans la chronique de Jehan de Voltiers, un jeune apprenti d'un orfèvre de la ville de Paris, venu exprès pour tuer le roi, fut pris prisonnier, son procès fait, fut pendu et son corps mis en 4 quartiers aux avenues de cette ville de Senlis. Et en juin de la même année, le roi eut 2 avis, l'un sur l'autre, d'une entreprise faite à Paris pour le tuer. L'un était un manant de Paris, homme de métier, pauvre de biens et d'esprit, mais audacieux et catholique zélé. L'autre, Huguenot, qui se tenait au champ, gagné par l'amour d'une fille de Paris, qu'on devait lui donner avec force écus, au cas qu'il fît le dit coup. Le 27 août 1693, un ancien soldat de la Ligue, Pierre Barrière, dit Labarre, 27 ans, est arrêté avant de passer à l'acte, exécuté 4 jours plus tard. Puis, c'est André Reignard, dit le tonnelier, pendu et étranglé au bout du pont Saint-Michel à Paris, après qu'on lui eut coupé et brûlé le poing. Reignard avait tué une femme, la veuve Gréban, et s'apprêtait à tuer le roi. Je cite, « Il nia avoir été en intention d'offenser sa majesté, et toutefois reconnu avoir dit qu'il eût voulu que sa dite dague eût été dans le cœur du roi. » On voit que la plupart de ces profils sont ceux de gens non seulement souvent très pauvres, mais agités, hallucinés. Ainsi, le 27 décembre 1594, la tentative de Jean Châtel, un étudiant parisien de 19 ans, qui réussit quand même à blesser Henri IV à la lèvre et à lui casser une dent.
Jean Châtel, après avoir voulu, d'après ses propres dires, commettre le péché d'inceste avec sa sœur, aurait décidé de commettre une action d'éclat pour échapper à la colère de Dieu et éviter l'enfer. Il est écartelé en place de Grève 2 jours plus tard. La déposition de Châtel est troublante, tant elle possède de traits communs à celle de Ravaillac, ou des tueurs illuminés du futur. Il se décrit passant par le dédale des rues, voyant des hommes qu'il ne connaît pas tirer leur couteau en le regardant et en lui montrant comment il devra tuer le roi. Allant à Saint-Jean-pour-les-Vêpres, ces 2 hommes déguisés en espagnols qui le suivent, et un gentilhomme à cheval qui le regarde pour l'exciter. Et encore, se promenant au faubourg, il voit un homme qui tire un poignard et danse en le regardant. On n'arrête pas de tomber sur des tueurs potentiels. Un certain Jean Guédon essaye en 1596, puis un tapissier de Paris en 1597. En 1598, c'est un chartreux de Nantes nommé Pierre Ouin, puis un frère capucin, Nicolas Langlois, craignant d'être recherché de sodomie et d'avoir gâté un enfant de bonne maison de Lorraine. Qui va voir son prieur et lui annonce l'intention de tuer le roi. Puis un curé flamand velléitaire, Charles Ridico, qui en parle à tout le monde pendant des années, de 1593 à 1599, avant d'en parler un peu trop à un curé de Grancey, Morel, qui fait prévenir le roi. Bye bye Ridico, adieu petit ange parti trop tôt. Le 12 mai 1600, c'est la très étonnante Nicole Mignon, une aubergiste qui tient alors l'enseigne au Grand Cerf. Une femme qui, je cite, se mêlait de tout, et même avait eu cette faveur envers le roi, qui est plein de bonté, qu'elle avait parlé à lui privément, sans qu'on ne sache la raison exacte. Est-ce qu'il avait promis de l'épouser, elle aussi? Elle va contacter un sorcier pour se procurer une certaine eau qu'elle jetterait sur le roi et grâce à laquelle il contracterait une langueur dont il mourrait. Nicole Mignon est exécutée en place de Grève. Notons encore Jacques Desilles, né à Senlis, le lundi 19 décembre 1605, comme le roi revenait de la chasse et traversait le Pont-Neuf. Sur les 5 heures du soir, se rencontra un folle, qui, ayant son poignard nu sous son manteau, tâcha d'en offenser sa majesté, et l'ayant saisi par le derrière de son manteau, que le roi avait agrafé, le secoua assez longtemps jusqu'à ce que chacun étant accouru au secours, étant pris à interroger sur ce qu'il voulait faire, dit qu'il voulait tuer le roi pour ce qu'il lui détenait injustement son bien et la plupart de son royaume, et plusieurs autres folies. Puis en riant, dit que pour le moins, il lui avait fait belle peur. Enfin en 1608, le 3 mai, c'est un vieux sorcier, Saint-Germain de Roqueville, qui est décapité pour avoir, par charme et sorcellerie, et quelques piqûres d'une image de cire, voulu attenter à la personne du roi. Sa femme ayant réussi à s'enfuir, la justice se console en la condamnant à être décapitée en effigie. Oui, c'est compliqué cette histoire. Et ce n'est pas qu'une histoire de guerre de religion, de catholiques et de protestants. Loin de là. La détestation du roi dépasse largement ce contexte. Après sa mort, Henri IV va être idéalisé. Une toile délirante, réalisée par Rubens, le représentera en empereur romain divinisé, avec Ravaillac sous la forme d'un serpent transpercé d'une flèche. Et même l'extrême droite marche à cette fable. Elle marche pas, elle court. On les attendait du côté de la Ligue et des catholiques ultra, bah pas du tout. Jacques Bainville déteste ces révolutionnaires. Je cite Jacques Bainville. La Ligue fut une révolution catholique, mais une révolution. Le plus grand des maux, cause de tout, c'était encore l'anarchie. À la mort d'Henri III, la France, au fond d'elle-même, aspirait au retour de l'ordre. Merci pour le cours de spéléologie. Héros du roman national, un des fans contemporains du bon roi est François Bayrou, qui nous a gratifié d'une biographie, Henri IV, le roi libre. Pourquoi nous imposer cette chose? Eh bien parce que, écrit Bayrou, nous aussi nous changeons de monde. Nous aussi nous sortons des guerres de religion où nous nous apprêtons à en vivre. Nous aussi nous sortons des Valois épuisés. Nous avons besoin de Bourbons à la gaieté dévastatrice, capables de chevaucher et de faire des enfants à la langue française. Mais comment est-ce que pensent ces gens? La légende du bon roi Henri IV est une construction du XVIIIe siècle. De son vivant, Henri IV était très largement détesté. Comme écrit encore Roland Mounier. Plus tard, la légende d'Henri IV, constituée par la propagande officielle aidant, les Français considérèrent le temps d'Henri IV comme le bon temps. Sous Henri IV, non sans raison, ils criaient tous. Les dépenses personnelles du roi étaient incroyables.
Il était joueur. Il perdait beaucoup au jeu, des centaines de milliers de livres. Et ses maîtresses lui coûtaient également énormément. Un exemple terrible de qui est vraiment Henri IV, et donné par Pierre de l'Étoile. C'est celui d'une paysanne qui n'a absolument plus rien et qui, à la suite d'une taille impayée, est obligée de donner sa dernière vache au sergent et ne peut plus nourrir sa famille. La paysanne pend ses enfants, puis se pend elle-même. Et son frère demande alors à voir le roi Henri IV. Je cite Pierre de l'Étoile. Le frère de cette misérable vint se jeter aux pieds de sa majesté pour lui en demander justice. Mais tant s'en faut que le roi ne s'en montra aucunement touché ni ému. Au contraire, ayant rudement repoussé et renvoyé ce pauvre homme, lui dit qu'ils étaient tous des canailles et qu'il eût voulu pour un qu'il y en eût 100 qui se fussent pendus. L'autre, après ces propos, s'étant levé, jetant les yeux au ciel, dit ces mots. Puisque le roi ne tient compte de me faire justice, je m'assure que celui de là-haut qui est Dieu me la fera bientôt. Et le chroniqueur ajoute, le lendemain, le roi fut tué. À d'autres, le bon roi Henri IV. Ton roi libre, que tu aimes tant, tu vas te le garder, François Bayrou. Et ton fond de la France, Jacques Bainville, tu peux aller t'y cacher comme dans un trou de souris. Ravaillac, le pauvre Ravaillac, qui a vécu toute sa vie à la petite semaine, vient d'une de ces provinces qu'on pouvait imposer à loisir d'une gabelle de sel, et plongé dans la misère, au gré d'une maîtresse à qui il faut acheter un château pour que le roi y passe une nuit ou deux. Pas étonnant qu'il devienne le Joker. Et dans les jours qui suivent la mort d'Henri IV, on compte plusieurs condamnations de gens du peuple ayant publiquement approuvé l'acte de Ravaillac ou avoir proclamé qu'ils auraient voulu être à sa place. Ravaillac ne l'a pas su. Ça lui aurait fait plaisir à notre espèce de Travis Bickle. C'est dommage. Oh yeah? Huh? Okay. Listen, you fuckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Ainsi, entre juin et décembre 1110, 27 individus sont interrogés pour des paroles séditieuses, je cite, propos téméraires ou insolents, tenus et proférés contre l'honneur du roi. Un habitant de Nivernais, qui lorsque l'on vint lui dire que le roi était mort, aurait répondu qu'il y a 10 ans qu'il devait être mort. Un habitant d'Amboise qui se serait crié « Voilà un beau coup, je l'attendais ». Et dans le Mercure français, première revue publiée en langue française par les imprimeurs Jean et Étienne Richer, on peut lire « Plusieurs fanatiques, qui ne parlaient que de tuer roi, furent mis prisonniers. On en amena de divers endroits en la conciergerie de Paris. Un jeune enfant même, âgé environ de 12 ans, fut mis prisonnier et condamné à la mort pour avoir dit qu'il voudrait tuer le roi à présent régnant. Il s'agit du petit Antoine Opard, arrêté et condamné à mort pour avoir dit qu'il tuerait le petit roi. Et c'est sans doute l'enfant auquel pense Simone Veil lorsqu'elle évoque un enfant mis à mort pour avoir dit publiquement qu'il en ferait autant au petit Louis XIII. On peut d'ailleurs évoquer les témoignages concernant le petit Louis XIII, qui n'avait pas envie d'être roi parce qu'il avait peur d'être tué à son tour. D'après Pierre de l'Étoile, le petit prince aurait dit à son gouverneur « Je voudrais n'être point roi et que mon frère le fût plus tôt, car j'ai peur qu'on me tue. » Il y a surtout un aspect sociologique qui inquiète les commentateurs de l'époque et qui peut nous intéresser, et qui peut aussi expliquer pourquoi ils ont spéculé sur des commanditaires qui viendraient de la haute société. Il s'agit presque toujours de gens de conditions modestes. Des valets, des soldats ou des travailleurs manuels gagnant difficilement leur vie. Pierre de l'Étoile commente l'arrestation de la fille d'une lavandière de Paris pour s'être vantée tout haut de tuer avec un couteau qu'elle avait le roi et la reine le 18 juin 1610. Puisque les lavandières se mêlent de ce métier, commente le chroniqueur, je vous laisse à penser ce que ce sera du reste. Et comme le remarque Chevalier au sujet de Ravaillac, c'est bien d'un petit qu'il s'agit, tout comme l'avait été avant lui un Jacques Clément. Tous deux sont issus du petit peuple. Pour 2 raisons au moins, il est plus rassurant de se dire qu'il s'agit de complots fomentés par des marquises mécontentes et des ducs vexés, voire par un roi d'Espagne gourmand. La première, on peut ainsi continuer à se rassurer en se disant que les gens du peuple ne sont pas matériellement capables de ça. Parce que s'ils se mêlent de ce métier, comme dit Pierre de l'Étoile, la révolution n'est plus très loin. Et la deuxième, c'est qu'en privilégiant des suspects venus de la noblesse, paradoxalement, cela ne touche pas à la légitimité du roi, bien au contraire. Ses cousins et ses amantes délaissés sont jaloux,
Rien de plus normal, mais le peuple continue à l'aimer. Et la France, au fond d'elle-même, aspire au retour de l'ordre. Mais on se rend bien compte, à lire tous ces profils de candidats au régicide, qu'une toute autre histoire est alors en train de s'écrire. Nicole Mignon, Jacques Desilles, Saint-Germain de Roqueville, Antoine Opare, Étienne Laferrière, et bien sûr Jacques Clément et François Ravaillac. Ce ne sont pas exactement les hommes infâmes dont parle Foucault, mais ils leur ressemblent comme des frères. Ce sont des hommes dont on attend qu'ils se tiennent sages, en silence, dans l'ombre, pendant que les grands hommes font l'histoire dans la lumière. Les voir apparaître au grand jour est un signe de dérèglement général. Ils ne sont pas supposés être là. Toutes ces canailles, comme dit Henri IV, quand énervé, il laisse enfin parler son cœur. Il voudrait bien qu'il y en eût 100 qui se fussent pendus, plutôt que de venir l'ennuyer avec leur misère et leur mort, alors que le roi libre a une gamine de 15 ans à aller kidnapper à Bruxelles. Il s'agit bien ici d'un épisode de l'histoire de l'inégalité parmi les hommes, pas d'autre chose. Et elle apparaît au grand jour, alors que disparaissent les grandes fêtes rituelles de carnaval du Moyen-Âge. Elle apparaît au moment où les fous cessent de faire partie de la cité et deviennent de plus en plus une présence menaçante qu'il s'agit d'isoler et d'enfermer. En droit, toute vie vaut une vie, même si dans les faits, ce n'est jamais le cas. Dans les faits, nos vies ne racontent jamais cela. Et les vies des grands hommes, moins qu'aucune, pire, les vies des grands hommes postulent que, en droit, certaines vies valent plus que les autres. Peu importe la qualité personnelle du roi, c'est une question secondaire. Le caprice d'un roi, excité par une petite fille, vaut bien que 100 paysannes se pendent de misère et de désespoir. C'est ça aussi, l'empire qui n'a jamais pris fin. Ça veut aussi dire ça. Avant, les hommes n'étaient pas égaux, loin de là. L'ont-ils jamais été depuis César? Mais la nécessité de rééquilibrer l'inégalité sociale était justement le rôle initialement dévolu au carnaval et à la fête populaire. Et de façon plus générale, la spiritualité authentique dont carnaval est une des modalités, un des noms. Dans les fêtes populaires de carnaval, le temps d'une expérience rituelle ouverte par l'apparition du roi de carnaval est fermée par la mise à mort de celui-ci. L'expérience humaine devient réversible. Le valet prend la place du maître, le pauvre du riche, les hommes se déguisent en femmes, les fous peuvent parler en chair dans l'église. Si la fête populaire disparaît, si elle se met à être contrôlée d'en haut, alors la vie devient insupportable. Nous sommes égaux en droit, mais nous sommes inégaux en existence, en possibilité d'exister. Et les régicides viennent pendant quelques instants inverser l'inégalité postulée par la notion de grand homme. Homme initialement infâme, pendant l'espace d'un instant, sorti de nulle part, les régicides ne font pas d'histoire, ils la défont. Ils répondent à une logique carnavalesque de renversement du petit et du grand, et dans un monde où le carnaval n'est pas, où la fête, le rire et le plaisir ont disparu, et où la violence est dès lors la seule modalité. Ravaillac et le carnaval d'Henri IV. Bon, alors ici on est dans le square du Vert-Galant. Square du Vert-Galant, donc c'est pour Henri IV, hein, le vieux queutard, puisque Vert-Galant c'est un euphémisme, hein, quoi. Et puis c'est une manière très polie de dire que c'est un mec qui veut baiser tout le temps. C'est comique, en même temps c'est sordide. Et à l'extérieur il a sa belle grande statue du bon roi Henri, mais toute cette espèce de construction de l'amour du peuple pour le roi est tellement en toc, tellement artificielle que ça fait pitié. On est allé rue de la Ferronnerie pour voir l'endroit où Henri IV donc s'est fait quick par Ravaillac, alors qu'il n'avait pas prévu d'y aller, alors qu'il a décidé au dernier moment d'aller voir Sully directement chez lui parce que Sully était malade. Il était en tout petit comité. Bon, Ravaillac qui traînait, qui errait depuis des jours en se demandant s'il allait parler au roi ou s'il allait le tuer, ou pas trop sûr de l'un ou de l'autre. Bon, là, il l'a trouvé à sa merci et il a pris sa chance. Et il l'a eu de 3 coups de couteau. Et les types qui ont instruit le procès, ils n'arrivaient pas à croire que ce soit ce moins que rien, ce petit homme qui avait tué le roi. Donc, ils ont commencé à s'imaginer des complots compliqués.
Et ils sont imaginés jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de théories élaborées pour essayer d'imaginer comment est-ce qu'on avait organisé l'assassinat du roi. Ce qui me semble vraiment très difficile, c'est que c'est quand même une sortie impromptue aussi. Comme il a un enfant kidnappé, qu'il a une guerre à mener, il va falloir lever des fonds. Donc il y a des nouveaux impôts à faire lever. Donc il faut quand même aller discuter avec le surintendant des finances. C'est urgent, quoi. Pour les raisons données dans l'épisode, plus celles qu'il n'avait pas spécialement prévu de sortir, ça me semble quand même très difficile d'organiser l'assassinat. Donc c'est un coup de bol pour Ravaillac. Surtout c'est un mec qui tournait autour du Louvre et des environs depuis suffisamment longtemps. Il y a bien un moment où il finissait par trouver son moment. Il a trouvé son moment. Le Roland Mounier, excellente lecture. Et plus général, le Pierre Chevalier sur les régicides. Ces deux-là, ils m'ont donné plein d'éléments autour desquels j'ai pu faire des recherches ensuite. Procès, examen, confession et négation du méchant et exécrable parricide Ravaillac. Ça, c'est du titre. Et c'est là où on a la plupart des choses tout à fait hallucinantes. Ça faisait un moment qu'il avait des mauvais augures et qu'il y va quand même, on le compare à César. Puis c'est là-dedans aussi où on a un peu les voyages de Ravaillac dans le labyrinthe parisien, c'est-à-dire les auberges, l'ambiance des auberges, l'ambiance misérable, quoi, l'ambiance des rues dans lequel il va se retrouver avec d'autres personnes qui sont dans des états aussi étranges que lui, quoi. C'est vraiment une drôle d'ambiance. Ce livre... Ben mon vieux, heureusement qu'il coûtait pas cher, hein. Mais je l'ai lu. C'est extrêmement médiocre. Et alors là, par contre, on a deux merveilles. Celle-là, elle va me servir pour les prochains épisodes, parce que c'est les historiettes de Gédéon Talleyrand, qui est un des chroniqueurs les plus drôles de l'histoire de France. Alors, il est ultérieur à l'époque dont on parle, mais il a rencontré plein de gens qui l'ont vécu, avec abondance de détails cracra, de sales trucs, de on-dit vraiment moches, mais des choses aussi de première main et des gens rencontrés et des dialogues rapportés. Et donc les historiettes de Talleyrand, c'est vraiment une des lectures les plus amusantes qu'on puisse faire. Killing No Murder, Tuer n'est pas assassiné, de Edward Saxby. Et donc il a fait un traité du tyrannicide, il a essayé de le mettre en pratique, il a essayé de faire ce qu'il disait. Il s'est fait arrêter, il est mort en prison. Un éloge du tyrannicide à mettre en de bonnes mains pour réfléchir à la dimension absolument morale de se débarrasser d'un tyran. C'est une bonne lecture, je dirais, je sais pas, c'est d'actualité. Ce qui m'a intéressé tout de suite en lisant l'histoire de Ravaillac, c'est la dimension hallucinatoire de personnage. C'est-à-dire que c'est un homme qui est dans un état second, presque toute sa vie. Ce qu'on va retrouver très souvent sur des figures de tueurs politiques, voire de tueurs de stars. C'est des figures qui sont habitées par quelque chose d'assez incompréhensible, et qui est un rapport au labyrinthe. Que ce soit Caserio, l'homme qui a tué Sadi Carnot, même l'assassin de John Lennon, Mark David Chapman, c'est souvent des personnes qui ont des vies d'errance, des vies où on les perd, où on a l'impression qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont fait pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils changent très brusquement de perspective, de lieu. Quand on raconte leur vie, c'est vraiment des déplacements. Et c'est des vies qui sont des fois au bord de la misère, au bord de la clochardisation. Et donc c'est des personnes qui sont quasiment à la marge de la société, qui sont en fait, on va dire, au bas de l'échelle sociale, qui vont se retrouver tués, des gens qui sont en haut de l'échelle sociale. Et c'est des gens qui ont un rapport à la ville, comme un espace labyrinthique, qui voient le dédale de la ville, probablement parce que c'est des gens qui restent beaucoup dehors. Et c'est aussi comme ça peut-être qu'on va les retrouver avoir accès à leur cible, parce qu'ils tournent, ils font comme une patrouille permanente, une patrouille continuelle, et donc au bout d'un moment, la personne rentrera dans leur champ. Ou alors ils sont habités par quelque chose de l'ordre de l'état de précognition, et ils sentent quand est-ce qu'ils l'auront. Et donc il y a quelque chose d'incroyablement inquiétant et aussi d'incroyablement moderne. Et si ça a été tellement insupportable pour les gens qui ont appris ces histoires, c'est pas seulement parce qu'on tuait des personnes qu'ils aimaient, c'est parce qu'il y avait un différentiel de force qui était un signe que cet ordre social était en carton-pâte. C'est un truc qui s'explosait comme ça. C'est-à-dire que c'était un simulacre d'ordre. Le roi et le mendiant. Et que typiquement, comme dans la danse macabre ou dans le carnaval, eh ben, les places s'échangent. Derrière l'inégalité foncière organisée culturellement et socialement, il y a malgré tout une inégalité cosmique mystérieuse qui fait que le petit prêtre ou le petit mendiant
peut atteindre le roi. C'est ça la danse macabre, c'est ça on était tout à l'heure rue de la Ferronnerie. Rue de la Ferronnerie, c'était devant le cimetière des Innocents. Henri IV, il a été tué devant la danse macabre, c'est-à-dire devant une peinture d'une faucheuse avec un roi et un mendiant. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est le mendiant qui tue le roi. Il n'y a pas besoin derrière d'imaginer un complot des princes. Vraiment pas. Il n'y a qu'à imaginer l'ordre mystérieux du monde ou le désordre mystérieux du monde. La composition d'un monde si mystérieux que, passé un certain degré d'injustice, il y a comme un phénomène carnavalesque d'inversion du haut et du bas. Plus on s'attaque à la fête populaire, plus en fait elle réapparaît sous une forme horrifique à l'extérieur. C'est le côté clown terrifiant de Ravaillac. Ravaillac, c'est un fou de la fête des fous. Mais c'est un fou de la fête des fous. À partir du moment où on interdit la fête des fous, ben le fou devient dangereux. Et si on cesse de tuer les rois de carnaval, alors on tue les rois de carême. Dans cette histoire de l'inégalité parmi les hommes, Ravaillac apparaît comme un signe. Il est l'annonce de quelque chose à venir, qui a moins à voir avec la guerre des religions qu'avec une contestation plus profonde et plus sourde. Celle, comme dirait le Jupiter de Wish, de ceux qui ne sont rien. Et la façon dont elle nourrira le moment de la Révolution française. Certains en auront l'intuition. Et c'est à partir de ces régicides et des craintes qu'il y en eut d'autres que Richelieu, le cardinal Frankenstein, va inventer ce monstre entre 1624 et 1142, l'État moderne. L'État comme source unique d'autorité et objet exclusif de dévouement. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Simone Veil l'explique dans les quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme, un texte écrit entre 1939 et 1940, et qui suit de très près les métamorphoses d'une oppression qui commence avec César, passe par Auguste, Charles Quint, Richelieu. Je cite Simone Veil. L'État auquel Richelieu s'est donné corps et âme, au point de n'avoir plus conscience d'aucune ambition personnelle, n'était pas la couronne, encore moins le bien public, c'était la machine anonyme, aveugle, productrice d'ordre et de puissance que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom et que certains pays adorent. Cette adoration implique un mépris avoué de toute morale et en même temps le sacrifice de soi-même qui accompagne d'ordinaire la vertu. L'une des trois personnes de ce nouveau dieu blafard dont parle Michelet, le dieu politique, son fils le roi de la monarchie absolue et leur Saint-Esprit, l'État. Et c'est contre cette nouvelle incarnation de l'Empire, cette nouvelle trinité, que va s'opposer ce qu'on va appeler la Fronde. Une histoire follement compliquée et follement drôle. Et une flèche lancée en direction de toutes les insurrections à venir. Ce n'est pas la France qui n'a pas dit son dernier mot, c'est la Fronde. Qu'ils viennent le chercher. La Fronde n'a pas dit son dernier mot. Merci d'avoir vu cet épisode de l'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 1, de Jules César à Jeanne d'Arc. Et si vous n'aimez pas cette interprétation carnavalesque des régicides à la lumière d'une histoire de l'inégalité parmi les hommes, allez faire des enfants à la langue française avec François Bayrou. T'auras mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou. Mon bulletin dans ton urne, mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou. Change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde, François Bayrou, yeah.